Alors justement, au sujet de ces traitements, j'aimerais que l'on regarde ensemble cette vidéo de l'interview du prix Nobel co-découvreur du VIH, monsieur Luc Montagnier. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant by nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my, actually my worry about, the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But, those kind of measures are not very well funded, they're not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but the local government, they take advice of the scientific advisor from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay. Messieurs, cette vidéo a de quoi donner des frissons dans le dos. Le co-découvreur du VIH, prix Nobel, nous indique en gros que l'on pourrait guérir du sida en dormant mieux ou en se préparant des repas un peu plus coquets. Donc je me permets de le dire un petit peu comme ça, parce que des millions de malades chaque jour avalent des traitements très lourds pour nous entendre dire aujourd'hui qu'il suffirait presque de se laver les mains 5 fois par jour. Quelle a été votre réaction? Dites-moi. Si vous regardez le Nexus du mois de janvier, il y a, sous la plume d'un journaliste scientifique qui a très largement contribué à tout ça, et qui est M. Jamel Tahi, oui. Il y a des remarques extrêmement précises. Qui a réalisé un documentaire oui, il est passé sur Arte. C'est ça, il y a quelques années. Oui, mais il faut regarder le numéro de janvier de Nexus pour lire ce que Jamel Tahi a dit au sujet de cette interview, de ce vidéo que l'on a vu récemment. D'accord. Donc ça ne vous choque pas particulièrement par rapport à l'intégrité scientifique de nous entendre dire aujourd'hui par cette personne que... Je dirais que le professeur Montagnier avait déjà très souvent, comment dirais-je, secoué l'opinion par des affirmations qui étaient surprenantes. Par exemple, l'existence de cofacteurs. Il dit oui, le VIH c'est peut-être important, mais il y avait aussi les cofacteurs. Et il n'a cessé de parler de cela.
En 2003, nous avions une très grande conférence au Parlement européen à Bruxelles, à laquelle il participait, et moi aussi. Et dans sa présentation, il a largement envisagé l'effet du stress oxydatif comme cause probable de certaines grandes dépressions immunitaires. Ça n'avait plus grand-chose à voir avec le VIH. Donc, nous avions déjà une certaine préparation à entendre le professeur Montagnier exprimer des opinions qui ne sont pas d'une rigidité absolue comme de la part de tant d'autres, Gallo et tout ça, et tout son groupe. Tout son groupe, très bien. Si vous voulez, je me pose une question. Est-ce que le professeur Montagnier ne ferait pas partie de la dissidence? Peut-être, on l'invitera. Vous pensez qu'il viendra? Depuis qu'il a eu son prix Nobel, il peut difficilement revenir en arrière. C'est ça le problème. Et pour prendre l'exemple alors du continent qui serait le plus touché par le sida, l'Afrique, les Africains se meurent-ils de toute autre chose depuis des années, en fait? Mais écoutez, la situation en Afrique est tellement différente. Les problèmes de santé publique en Afrique sont monumentaux, mais tournent essentiellement autour de l'absence d'hygiène, de la malnutrition et des grandes maladies tropicales bien connues comme la malaria, la lèpre et pour eux la tuberculose également. Tout ça est maintenant rebaptisé du nom de sida. Ce n'est pas pour être choquant que je dis cela, mais mon analyse serait de dire qu'il n'y a pas d'épidémie de sida en Afrique. Il y a d'immenses problèmes de santé publique auxquels on attache l'étiquette de sida, probablement pour satisfaire la voracité des compagnies pharmaceutiques qui cherchent à ouvrir des nouveaux marchés, mais en fait, il n'y a pas de vrai sida en Afrique. Je sais que c'est extrêmement choquant d'entendre cela, mais ça tourne essentiellement autour des problèmes d'hygiène publique, de malnutrition et des grandes maladies tropicales bien connues. Et au sujet de l'Europe, des études ont prouvé que des couples sérodiscordants, donc dont l'un serait séropositif ou non, ne se transmettaient pas le virus sur des périodes de 7, 8, 10 ans, si j'ai bien compris. Et d'autres études montrent que parmi les prostituées, seules celles qui se droguent sont touchées, et que dans la communauté homosexuelle sont touchés ceux qui mènent une vie décadente et qui se droguent eux aussi. Oui. Aurait-on affaire à un virus sexiste, homophobe, raciste ou C'est une des raisons qui font que c'est impossible. On dirait que le virus s'attaque de préférence aux hommes en Occident et à égalité quasiment femmes-hommes en Afrique. Bon, c'est jamais qu'un virus. Rappelons-le, le virus n'est pas un matériel vivant. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une bactérie. Un virus, c'est un assemblage de protéines et c'est tout. Inerte. Inerte. Avec un bout d'ADN, c'est incapable de se défendre tout seul. Hein? Donc, oui, vous voulez dire que de là à choisir en fonction des continents, hommes ou femmes... C'est impossible. C'est lui attribuer une intelligence qu'il est loin de pouvoir avoir. Hein? Bon. Alors, donc, il y a ce problème donc, de parité homme-femme qui n'existe pas en Occident et qui existerait en Afrique. Quant aux expériences, aux statistiques qui ont été faites d'après de nombreuses études sur les prostituées, il est tout à fait exact que quasiment aucune prostituée n'est séropositive, excepté celle qui s'adonne à la drogue, à des drogues dures, s'entend. Voilà. Oui, il est bien évident que la prétendue contagiosité du sida est totalement incompatible par les rapports sexuels, est totalement incompatible avec le fait que les prostituées n'ont pas de sida. Et ce fait refuse d'être reconnu par toute l'orthodoxie du sida. Mais dans le livre que nous avons fait ensemble, que je peux présenter là à l'occasion. Il y a pas mal de références qui illustrent le fait que des études épidémiologiques faites en Thaïlande, en Afrique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis,